Donc, je rappelle juste les objectifs de l'étude. Donc, on se posait la question, le slide que vous voyez, du lien entre la gestion des risques d'entreprise et la durabilité. Donc, on a fait ce questionnaire et on cherchait une définition de la durabilité, parce que c'est vrai qu'on a trouvé certaines choses, mais on n'a pas trouvé toutes les réponses dans la littérature. Donc, on a posé cette question aux entreprises. On souhaiterait aussi comprendre les mesures en place au sein des entreprises. Qu'est-ce que les entreprises mettent en place en matière de durabilité? Et puis, identifier les bénéfices perçus pour les entreprises ainsi que les inconvénients. Et la dernière question, qui était la question de recherche, c'était, là je l'ai enlevé, mais c'est le lien entre la gestion des risques et la durabilité. Est-ce que de bonnes pratiques d'entreprise permettent également de réduire potentiellement les risques d'entreprise? Après, Adeline, on peut passer au slide suivant, slide 3. Voilà, donc on a rappelé les objectifs de durabilité de l'ONU. Donc, les 17 principes, on ne va pas les lire un par un, mais on les a mis dans les slides pour qu'on ait un point d'ancrage et un point de référence, parce que je pense que c'est le référentiel le plus cité ou le plus exhaustif. Slide 4. Donc, on a, je rappelle la question de recherche, donc quels sont les liens entre la durabilité d'entreprise et la gestion des risques. Donc, on a une méthode de recherche encadrée par du personnel académique, mais aussi études de terrain avec votre aide. Donc, vous avez procédé aux interviews. Donc, on a eu très concrètement, je crois, 12 interviews de la part de HEG. Nous, on a continué le chemin et puis on a fait au total 23 interviews. Donc, ce qui est très bien pour ce genre d'études, je pense qu'on peut déjà dessiner quelques tendances. Donc, c'est une méthode de recherche qualitative par interview. On a élaboré un questionnaire que vous avez transmis. Et puis, on a 23 entreprises romandes donc, qui ont été sondées. On a codé les analyses, donc c'est-à-dire qu'on les a analysées avec des thèmes d'analyse qu'on va vous présenter après. Et puis, on est en train de rédiger un rapport de synthèse, mais je crois qu'on a suffisamment d'éléments pour vous donner déjà quelques pistes des conclusions. Slide 5, juste pour vous montrer un peu la distribution des interviews par secteur économique. Donc, on voit, on a, je sais plus, 10, 12 secteurs différents parmi nos 24 interviews. Donc, on a vraiment un panel de 15, même 15 secteurs. Même. 15, ok, 15. Ouais. Pour cette précision, donc on a 15 secteurs différents. Donc, je pense qu'il est très, très bien pour le petit échantillon de 23 interviews qu'on a. Et puis, principalement aussi, on a distribué, on a surtout des middle managers et des employés qui ont répondu à nos interviews, mais on a également 8 représentants des membres exécutifs ou des actionnaires, des propriétaires d'entreprise. Et puis, la distribution par taille d'entreprise, on a 8 entreprises qui ont plus de 1000 employés et puis 6 entreprises entre 100 et 1000 et puis après le reste c'est des toutes petites entreprises. Donc je pense que c'est bien d'avoir à la fois des très gros et à la fois des petites. Franco, tu m'interromps, hein. Je te passe la parole. Si j'oublie quelque chose. Ensuite, slide suivant. Donc, je rappelle juste le lien dans la première, dans les hypothèses de départ de cette étude. On a pensé que l'éthique pouvait avoir un lien entre la durabilité et la gestion des risques. Donc, voilà pourquoi on a fait cette étude. On le rappelle ici. Slide suivant. Alors, la définition du développement durable. Alors, Franco, là, je peux te laisser. Oui. Voilà, ça, c'est le critère d'analyse. Merci. Donc, oui, au niveau de la définition des développement durable, déjà, on se rend compte que parmi les sondés, peu de normes existent et qu'il y a un petit peu une difficulté à définir ce concept. Les réponses sont essentiellement centrées sur les aspects environnementaux en réalité, parfois sociétaux et rarement de gouvernance, donc dans le concept ESG. Il est aussi fait référence à la norme ISO 14001
quelquefois. Donc, c'est le système de management environnemental. Il existe rarement une charte dans ces entreprises. Souvent, plutôt il s'agit de critères ou de principes comme des codes de conduite. On fait souvent référence aux critères onusiens, ODD, voire alors simplement il existe un esprit, on va dire, ou un système de valeurs. Oui, slide suivante, s'il vous plaît. On évoque aussi dans ces réponses le concept de People, Planet, Profit et évidemment ce respect de l'équilibre environnemental, social et économique, hein, tout ce qui a trait au RSE qu'on connaît bien. C'est indéniable que parmi les sondés, il y a cette conscience en réalité que la nature est vulnérable, ça c'est clair, c'est clairement ressorti, et puis que les ressources de la planète sont limitées. Ensuite, j'ai mis en bas du slide la palme qui reviendrait au Chief Risk Officer de l'État, qui a pratiquement donné la définition du développement durable telle qu'elle ressort du rapport Brundtland d'il y a plus de 30 ans. Slide suivante. Au niveau des mesures en place, donc c'était un petit peu la deuxième... non, c'était un petit peu plus bas dans le questionnaire. Au niveau des mesures en place, on peut les regrouper, on pourrait dire, en deux catégories. D'abord, les mesures commerciales à l'adresse des clients, donc c'est un peu le package offre, produits et services. Par exemple, on a vu ressortir le souhait d'intégrer des ratings externes ou internes afin de noter la durabilité des produits offerts, notamment des fonds de placement, mais c'était aussi les private equity, par exemple. Autre sujet, c'est, à contrario, l'interdiction d'investir dans certains secteurs polluants ou des conseillers, pour multiples raisons. L'armement, on voit ici apparaître. Autre tendance, c'était la concentration sur la sélection et l'optimisation des ressources. Par exemple, ici, ça a trait à une réponse d'un viticulteur. Typiquement, la création de cépages plus résistants qui nécessitent moins de traitements nocifs pour l'environnement. Ensuite, on a vu aussi apparaître la responsabilisation par rapport aux politiques d'achat, hein, par rapport aux fournisseurs. En fait, privilégier la proximité et puis la labellisation sur la durabilité. On voit ici Max Havelaar, mais il y en avait bien d'autres. Et puis, on avait aussi cette volonté de recycler ou de revaloriser les déchets et d'en faire des sous-produits. Ici, ça concernait une scierie, justement, qui traite le bois. Slide suivant, s'il vous plaît. Au niveau... oui, la slide suivante, s'il vous plaît, merci. Normalement... Voilà. Non, c'est la suivante. Merci. Donc, l'autre catégorie, on peut dire, c'est les mesures à l'interne, donc les pratiques au sein des entreprises. Alors, on voit apparaître beaucoup les gestes du quotidien. Voilà. Allô ? Oui, merci. Donc, on voit on évoque beaucoup les gestes du quotidien, tout ce qu'on connaît, donc le tri des déchets, les papiers, les capsules, la réduction des déplacements, notamment via Skype, l'utilisation du réutilisable, en fait, donc des tasses ou des bouteilles en verre en lieu et place du plastique, et la réduction de consommables, le papier ou l'encre, par exemple, pour les imprimantes. On a aussi des réponses qui tournent autour de l'incitation à la mobilité douce, donc participation de l'employeur aux abonnements TPG CFF, ou quasi carrément offert, le prêt ou la participation à l'achat d'un véhicule électrique, que ce soit un vélo, une voiture ou une trottinette. On a aussi des réponses sur les économies d'énergie diverses et variées. Ici, on a l'énergie verte SIG, le partage de véhicules, ou le covoiturage, pardon, les restrictions de voyage et aussi l'infrastructure informatique qui est mise à jour pour être moins énergivore.
On a aussi, on favorise aussi les solutions IT, donc, comme la digitalisation, le télétravail ou la facturation électronique. Et au niveau des politiques sociales durables, eh bien, on a des prestations salariales équitables, des rapports sociaux favorisés, le respect, le droit à l'erreur, le partage des pratiques. On voit aussi apparaître des termes comme l'holacratie, cette gouvernance horizontale, donc suppression des hiérarchies, par exemple, ou des positions de pouvoir. Et puis, on a aussi des sélections de caisses de pension durables, donc avec investissement dans les produits durables, et des formations ou des cours sur ces sujets-là. Ok. Slide suivante. Voilà. À toi la parole, Cyril. Ouais, merci beaucoup. Donc, je vais continuer. Peut-être on peut passer au slide suivant, Adeline, s'il vous plaît. Oui, ça va arriver. Après, on va parler en introduction des étonnements. Après une telle étude, quand on fait lecture d'interviews, on est étonné parfois. Et en fait, c'est ce qui est le plus intéressant au final. Donc là, dans les avantages de la durabilité pour les organisations, ce qu'on a observé, une tendance, c'est ce qu'on a retrouvé à plusieurs endroits, c'est attirer, fidéliser les employés socialement responsables. Donc, pour les entreprises, un des avantages, c'est de pouvoir attirer plus facilement des candidats. Et puis là, on a cité quelques interviews. Par exemple, la répondant disait que la durabilité limite la perte de collaborateurs, où le nombre de postulations serait moins importante. On observe également une volonté d'une quête dans le sens du travail effectué, un épanouissement, work-life balance, etc. Donc, ça permet aux organisations d'attirer des employés avec des valeurs durables, donc des gens qui sont éthiquement corrects. Voilà. Peut-être slide suivant. Donc, ça, c'était le premier facteur. Et puis, pourquoi, en fait, les avantages? Pourquoi est-ce que les entreprises font ça? Donc, le deuxième, c'est soigner la communication. La durabilité, ça permet d'offrir une transparence vis-à-vis des parties prenantes, des clients, des fournisseurs, etc. Donc, on a retrouvé ça, c'était très fort aussi dans les interviews. Il y a un petit temps de latence, je ne sais pas si on peut avoir votre slide. Pardon? Ah oui, excusez-moi, ouais, c'est là, c'est le 12, pardon, c'est juste. Oui, vous aviez une question, Adeline? Non, c'était juste, comme j'ai des petits temps de latence, un mauvais réseau, des fois, je ne sais pas, je suis pas sûre. Mais donc là, on en est à la 12, c'est tout bon, merci. On est à la 12, c'est juste, c'est juste. Donc, on est soigner la communication. Donc, ça, c'est le deuxième avantage perçu. Donc, les entreprises mettent en place des approches durables pour être plus transparents vis-à-vis des parties prenantes. Et puis, le slide suivant, le slide 13, ça, c'était encore plus fort en termes d'intensité. On avait amélioré la profitabilité. Donc, on fait du développement durable, pour être très clair, pas pour faire du développement durable, mais pour améliorer la profitabilité. Donc, aujourd'hui, peut-être ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais en tout cas, avec notre petit échantillon, tout le monde s'accordait à dire qu'on pouvait augmenter les volumes d'affaires, augmenter le prix, rationaliser les processus et même adapter les salaires. C'était mentionné plusieurs fois. Donc, si je donne un exemple très concret, là, il y a un des sondés qui dit que le rapport coût-bénéfice est clairement positif, mais il insiste sur le fait appliquer des principes de durabilité permet de continuer d'être rentable demain. Et cela permet à l'entreprise de pérenniser la technologie pour une durabilité de 20 à 30 ans. Alors, peut-être qu'une autre technologie, elle serait plus valable 5 ans, donc des coûts. Un autre employé qui dit que on lui offre un vélo, un budget pour un vélo à hauteur de 1200 francs, et puis qu'il est très content avec ça. Par contre, il précise que grâce à ça, l'entreprise a pu limiter les places parking dans l'entreprise, qui coûtaient 350 francs par mois. Donc ça fait 4000 francs par employé versus 1000 francs par employé pour le vélo. Moi, si j'étais l'entreprise, je choisirais aussi le vélo. Donc effectivement, on fait du durable, mais il n'y a pas la volonté, c'est d'améliorer la profitabilité.
Et puis, on a même des entrepreneurs qui nous disent que bah, sans la durabilité, ils ne seraient jamais arrivés là où ils sont. Donc, ça permet vraiment de… Peut-être que le consommateur, peut-être qu'il y a plus d'études là-dessus, discute moins les prix quand on parle de durabilité. Ça, c'est peut-être la finalité. Et puis, ça permet de rationaliser les process, donc de faire des économies et d'augmenter les volumes d'affaires. Voilà. Donc ça, c'était très fort et c'était un étonnement parce qu'on ne pensait pas le trouver dans les interviews. Donc c'est aussi là la force de ce genre de document. Et puis, on a aussi, donc peut-être Adeline, passer au slide suivant. On parle des inconvénients. On a, dans les inconvénients, les répondants parlent aussi d'opérations peu rentables à court terme. Effectivement, la durabilité, c'est plus, on voit les impacts à moyen long terme. Donc, sur 6 mois, c'est pas tellement valable, mais il faut se projeter sur plus longue période. Et puis, il nécessite aussi, pour mettre les approches qui ont été présentées par Franco, ça nécessite en place de mettre une analyse transversale de tous les process et des parties prenantes, pas seulement une analyse interne des pratiques, mais aussi des analyses externes. Donc, savoir si quel client on travaille très concrètement, quel fournisseur on travaille, pour voir s'ils ont la même philosophie ou les mêmes objectifs que l'entreprise. Donc, on avait un des interviews qui disait que eux, ils ont des pratiques vraiment durables haut de gamme, avec des principes ESG en place, mais que malheureusement, leur client était dans le pétrole. Donc, ils disaient, bah voilà, il faut peut-être reprendre les deux aspects. Les normes ESG ou les normes de durabilité, elles sont aujourd'hui définies par l'ONU, mais assez peu claires. On avait un interviewé, donc un sondé, qui disait, moi, c'est un responsable d'audit du canton de Vaud, de la Cour des comptes, donc c'est le directeur de l'audit de la Cour des comptes du canton de Vaud, qui disait, moi, j'ai dû auditer très concrètement un département sur la durabilité pour une mission, et puis j'avais pas de normes, donc j'ai dû sortir des choses pour tester certains points. Les facteurs, il a dû les prendre en Belgique, voilà, donc par rapport à une autre société d'audit qui lui avait recommandé de faire ça. Voilà, donc il n'y a pas de normes claires. Ensuite, maintenant, pourquoi les organisations implémentent la durabilité ou pour qui? D'où vient cette volonté d'implémenter de la durabilité? Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, la plupart des cas, dans les interviews, la volonté est interne à l'entreprise. Donc, on a trouvé parfois qu'elle venait aussi de l'externe, mais principalement de l'interne. Et ensuite, on s'est posé la question, on a essayé de trouver dans les interviews si la volonté était plus venue des actionnaires et des comités exécutifs ou des employés. Est-ce que c'est du top-down ou c'est du bottom-up? Et là, moi, j'ai été surpris, en tout cas, en lisant que la volonté venait surtout du top-down. Et on a eu une question d'Adeline là-dessus. J'ai brièvement échangé l'autre jour. Elle m'a posé la question, elle me dit, est-ce que ça vient d'un biais qui pourrait être du fait des sondés? On a principalement des employés et des middle managers. Donc, voilà, en dépit de la population sondée, on a moins de dirigeants d'entreprise, on en a 8, mais la volonté, ce qui est dit, c'est que ça vient d'en haut. En seconde position, donc il y a une volonté externe. Donc c'est, comme je disais avant, bénéficier de biens et de services durables pour la clientèle. Donc ça peut être demandé aussi par la clientèle. Et puis pour les entreprises, les régies cantonales notamment, on a eu quelques-unes dans les interviewés, dans les sondés. Quand on le voit au Genève, ça peut être l'État qui demande au TPG, très concrètement au SIG, de mettre des choses en place pour répondre à leur charte interne du canton. Donc voilà, ça peut aussi être une demande soit des actionnaires, mais encore ça revient en haut, ou des clients, mais dans moins de cas. Slide suivant, slide 17. J'essaie d'aller vite, je suis désolé. On a aussi parfois pas pu identifier d'où venait la volonté d'implémenter de la durabilité. Et puis, on a parfois également aussi une volonté interne à la fois externe. Donc, voilà, on n'a pas pu dire si c'était plus l'interne ou l'externe. Mais ça, c'est pas la majorité des cas. Voilà, slide suivant. Je crois qu'on a fini.